Bienvenue à votre émission Santé pour tous. En effet, chaque année, 174 000 enfants naissent avec le pied beau, dont 90% sont visibles dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Des pays dans lesquels le traitement reste peu accessible, seulement 20% ont accès à un traitement de qualité. Au Burkina Faso, 1000 enfants naissent chaque année avec cette malformation congénitale. Des enfants qui grandissent avec ce handicap et sont souvent confrontés à la marginalisation, voire à l'exclusion sociale. Le pied beau, qui est une malformation congénitale, c'est-à-dire présente à la naissance, se manifeste par le pied tourné vers l'intérieur et vers le bas. S'il n'est pas traité tôt, il provoque un handicap grave et permanent, des problèmes de peau, notamment des ulcères, des douleurs, l'impossibilité de porter des chaussures, des difficultés à marcher, la stigmatisation, la discrimination, avec des opportunités d'éducation et d'emploi réduites. Pour traiter et détecter gratuitement les 1000 enfants qui naissent chaque année au Burkina Faso, avec cette malformation congénitale, il a été créé en 2006 Hope Walks, un leader mondial dans le traitement du pied beau congénital et présent dans 17 pays dans le monde. Concernant le Burkina Faso, depuis 2017, un partenariat est né entre l'hôpital Chifra et Hope Walks pour l'implémentation d'un programme dénommé Pied beau avec pour but de détecter et traiter des cas. Au cours de cette émission, nous allons aborder avec nos invités les causes de cette malformation congénitale, les manifestations, les conséquences, les traitements, la prise en charge, sans oublier le programme Pied beau à travers Hope Walks. Pour en parler, nous recevons les docteurs Faisal Oubda. Bienvenue, docteur. Merci, bonsoir, madame. Qui est le manager du programme Pied beau au Burkina Faso. Et le docteur Eli Balima. Bienvenue, docteur. Bonsoir, madame. Le docteur Balima est chirurgien généraliste, directeur médical du programme Pied beau. Alors, sans plus tarder, nous allons pour la rubrique Entretien. Bonjour, docteur Oubda. Bonjour. Alors, le pied beau, qu'est-ce que c'est? On entend pied beau, mais là, c'est écrit B-O-T au lieu de B-E-A-U. BOT, ça vient de la racine du mot français boiter. Sinon, lorsque on revient à la définition médicale, vous l'avez dit dans le prologue, le pied beau est congénital. Ça veut dire que c'est une malformation ou une déformation du pied qui est constatée au niveau de la naissance du bébé. Alors, lorsque le bébé va naître, ça va être plus aisé. Avec ce modèle plastique que nous avons ici, on va constater que le pied n'est pas normal. On regarde la partie antérieure du pied, on voit qu'il est tourné vers l'intérieur. Les orteils sont tournés vers l'intérieur. Et lorsqu'on regarde également au niveau de l'arche du pied, là, la face plantaire, on va voir qu'il y a comme un creux. Et lorsqu'on regarde au niveau du talon également, le talon est dévié vers l'intérieur. Voici de manière visuelle ce qu'on peut constater pour dire qu'il s'agit d'un pied beau. Docteur Balima, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Comme il l'a dit, cette malformation est présente à la naissance. Voilà. Et c'est uniquement à la naissance que le constat se fait? Oui, ça peut être observé bien avant si vous aviez eu recours à l'échographie, ce qui n'est pas courant dans nos contrées. Voilà, donc ce qui fait que c'est à la naissance, quand l'enfant va se présenter, qu'on va réaliser que ses pieds sont mal formés. Pour beaucoup de cas, on va dire. Pour beaucoup de cas. Sinon, c'est possible donc avec l'échographie. Oui, de faire de s'en rendre compte avec les échographies. Et dans la plupart des cas, ça peut concerner un seul pied, comme ça peut concerner les deux pieds de l'enfant. Donc, le terme, de manière scientifique, on aime dire pied beau, varus, équin.
congénital. C'est le terme consacré. Pied beau, varus, équin, Varus, congénital. équin, ça veut dire? Varus, équin, ça décrit en fait la malformation. Le docteur Oubda disait tout à l'heure que le pied est tourné vers l'intérieur. Ce n'est jamais vers l'extérieur. Hein. Non, c'est toujours vers l'intérieur et vers le bas. Ça, c'est l'équinisme. Voilà. Donc, c'est comme des pieds de chevaux. Là, vous avez ce modèle-là. Ça, c'est exactement comment ça se présente. Au lieu que le pied soit dans la position plantigrade, il est plutôt tourné vers l'intérieur, vers l'axe du corps et vers le bas. Okay. Voilà. C'est ça la malformation du pied beau. Et c'est quel type de maladie? Est-ce que c'est une maladie qui est héréditaire? Si on a eu ses parents qui ont eu ça, est-ce que ça peut être donc visible au niveau des enfants également? Ce que nous avons eu à constater au niveau des chiffres, c'est que le pied beau, en tout cas, lorsqu'il y a une histoire de pied beau au niveau des ancêtres ou bien des ascendants, alors il va sans dire que le risque d'avoir un pied beau chez les enfants, les petits-enfants, donc dans la descendance, est légèrement augmenté. Mais on a également constaté dans les données, en questionnant certaines familles, qu'il n'y avait jamais eu d'histoire de pied beau au sein de ces familles-là, et pourtant il apparaît brusquement. Donc on pense qu'il y a une participation héréditaire, mais elle n'est pas encore clairement bien définie. Et à ce niveau, donc, concernant les formes, est-ce que c'est toujours la même forme ou bien ça peut varier? Docteur Balima? Globalement, il y a deux grands groupes. Quand on se pose la question d'où vient que l'enfant présente des pieds beaux. Voilà. Donc, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle le pied beau idiopathique. Idiopathique en médecine, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause. Elle est on ne méconnue. sait pas. Voilà, la cause est méconnue. Voilà. Et dans ce groupe de idiopathique, c'est là, docteur Oubda a relevé qu'on pense que l'hérédité joue un grand rôle. Puisque dans la plupart des cas ou des familles où l'enfant présente le pied beau, on trouve qu'une tante ou un frère ou une mère ou la mère ou un père ou un oncle a présenté le pied beau. Voilà. Et le deuxième grand groupe, parlant toujours des raisons, des causes, c'est ce qu'on appelle le pied beau et secondaire. C'est-à-dire que vous allez voir le nouveau-né qui se présente avec d'autres malformations, plus le pied beau. Et ça peut être dû à quoi? On pense qu'il y a certainement des causes génétiques. Voilà. Donc, au niveau des gènes. Voilà. Au niveau des gènes. Dès qu'on va se rendre compte du gène qui est en cause, qui a eu l'anomalie et qui a abouti à cette malformation, on pourra apporter une thérapie facilement. Mais les recherches se poursuivent parce qu'on n'a pas la certitude absolue. Et en plus aussi, il y a les facteurs environnementaux. Parce que vous allez vous rendre compte que dans nos pays, vraiment en voie de développement, où le niveau revenu vraiment qui n'est pas ça, on a plus de cas. Donc l'environnement, on pense que l'environnement aussi peut également jouer un rôle. Et quand vous parlez d'environnement, ça peut être dû à quoi? Ce qu'on mange, ce qu'on respire, nos habitudes, etc. Docteur Oubda, on va toujours rester au niveau donc des causes ou encore des facteurs. Est-ce que vous pensez que peut-être la maman, c'est en consommant un aliment ou encore en prenant un médicament, par exemple, pendant la grossesse que le pied beau donc survient? Souvent, parmi nos patients qui viennent au niveau des différents centres de traitement du pied beau, il a été souvent constaté que certains pensent que c'est parce que on a mangé tel aliment, c'est parce qu'on a brisé tel interdit que l'enfant est né avec le pied beau. Il n'en est rien. Là, c'est au niveau des croyances. Exactement, au niveau des croyances et au niveau également de l'alimentation. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le type d'alimentation parce que c'est présent sur tous les continents. Et c'est présent dans toutes les races. Donc, vous allez aux États-Unis, il y a le pied beau. Vous allez en Europe, il y a le pied beau. Vous allez en Chine, il y a le pied beau. Vous allez en Australie, en Afrique, il y a le pied beau. Maintenant, là où les facteurs environnementaux jouent certainement un rôle, c'est que
la fréquence du pied beau est différente dans ces différents continents. Tout à fait. Au niveau du Burkina Faso, par exemple, on vous dira un cas pour 1000 naissances. Et dans un autre pays, d'un autre continent, on vous dira peut-être un cas pour 700 naissances. Donc, ça varie en fonction de l'environnement. Qui est susceptible donc d'avoir un pied beau? En général, pour votre expérience, ce sont les garçons, les filles à la naissance. Qu'est-ce qui est le plus constaté? La première chose, c'est que le pied beau a plus de chances, on va dire comme ça, ou de malchance d'apparaître dans une famille où il y a déjà un membre qui a le pied beau. Oui. Ensuite, comme on l'a dit, ça peut apparaître chez les filles comme chez les garçons, mais beaucoup plus chez les garçons. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi les garçons principalement? Bon, je n'ai pas une réponse formelle pour vous dire pourquoi. Ça, c'est l'observation. Okay. Voilà, c'est l'observation qui nous permet de dire cela. Pour ceux qui viennent donc vous voir, oui, c'est beaucoup plus des chez les garçons que chez les filles. Que chez les filles. Et c'est à égalité pour... Ça peut être un seul pied, comme ça peut être dans 50%, ça peut être les deux pieds. Ce qui est important de relever, c'est qu'on voit ça régulièrement dans les familles où il y a déjà eu un membre qui a présenté le pied beau. Mais on peut aussi voir ça pour la première fois. Une fois, et puis c'est fini. C'est pourquoi on a dit que c'est idiopathique. Comme on ne connaît pas la cause, ça peut apparaître partout et dans toutes les familles. En tout cas, il faut s'attendre à ça. Ça peut apparaître. Docteur Obda, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au niveau de la répartition par genre, il faut dire que sur tous les continents en fait, où on a constaté cela, on voit que généralement dans 60 à 65% des cas, il s'agit de garçons et dans 40 à 35% des cas, il s'agit de filles. Ce sont des statistiques qu'on a collectées. Lorsqu'on a reçu ces bébés-là, on les a soignés et on a constaté cela. Mais à l'heure actuelle, comme Dr Balima le disait, la science n'a pas encore pu détecter pourquoi une telle répartition. Pourquoi beaucoup plus de cas chez les garçons que chez les filles. On pense qu'il y a un déterminisme génétique, mais il faut aller chercher et trouver avant de déclarer. On va parler des symptômes. Est-ce que c'est les mêmes symptômes que ce soit chez les filles ou chez les garçons? Que ce soit le garçon ou la fille, comme Dr Balima le disait, ça peut être un pied, donc on parle de pied beau unilatéral, ou deux pieds, pied beau bilatéral. Tous les deux pieds. Tous les deux pieds lorsque c'est bilatéral. Alors, que ce soit un garçon ou une fille, généralement, le pied beau a 4 déformations caractéristiques au niveau médical qu'on va rechercher. Donc, vous avez ce qu'on appelle le cavus en termes médical. Donc, le cavus, ça va concerner l'accentuation de l'arche du pied. On a comme l'impression qu'il y a un trou au milieu du pied, comme si le pied était cassé en deux. Ça, c'est le cavus. Juste au milieu. Juste au milieu. Alors, vous avez l'adductus. Lorsque vous regardez, vous voyez que l'avant-pied est tourné vers l'intérieur au lieu d'être tout droit. L'adductus, c'est un terme médical pour dire simplement ça. Vous avez le varus du talon, parce que lorsque l'on regarde de dos, on verra que le talon, au lieu d'être tout droit, voilà, au lieu d'être tout droit comme ça, il est tourné vers l'intérieur. Donc ça, c'est le varus du talon. Et vous avez enfin l'équin, où on constate que le talon étant surélevé, alors les orteils pointent vers le bas, comme le pied d'un cheval. Donc voici les 4 déformations caractéristiques du pied beau qui peuvent se retrouver chez le garçon comme chez la fille. Mais vous avez des degrés de sévérité différents en fonction, en tout cas, de ce que l'agent de santé va évaluer et puis observer. On a un score qu'on utilise pour évaluer cela. Le plus simple, c'est le score de Pirani. Il y a aussi le score de Demeglio, mais celui que nous avons opté d'utiliser, c'est le score de Pirani. Alors, vous avez parlé traitement. Docteur Balima, est-ce que c'est possible donc de guérir un pied beau? Je pense que c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour rassurer les parents qu'il y a une proposition de traitement qui est là, qui a fait ses preuves d'ailleurs. Parce que si on applique cette méthode-là, dans plus de 95% des cas, le pied beau est normalisé. Et cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle la méthode de Ponseti. Voilà. Et Ponseti, c'est un médecin américain
C'est lui qui a inventé cette méthode-là. Et donc, c'est une méthode qui comprend 2 principales étapes. Voilà. La première étape, qu'on appelle l'étape de correction. Comme vous l'avez vu, on a dit qu'il y a des déformations. Donc, la première étape, ça va être de corriger ces déformations-là. Voilà. Et on va suivre les types de déformations. Vous avez vu qu'on a dit que l'arche du pied est exagérée. On va corriger ça pour que l'arche ne soit plus exagérée. Vous avez vu qu'on a dit que le pied est tourné vers l'intérieur. On va manipuler, corriger cela, et ainsi de suite. Et à l'aide donc de plâtre. Donc, chaque semaine, l'enfant va être reçu au centre de traitement. On va manipuler le pied, on va poser un plâtre. Et la manipulation, pourquoi? Parce que le pied que vous voyez là, c'est constitué d'os, mais de ligaments aussi. Voilà. Si vous regardez là, il y a des tendons. C'est ça qui permet que les os tiennent. Et donc, la manipulation vise à assouplir les ligaments. Voilà. Et permettre au pied de se redresser, de se corriger. Donc, ça, c'est la première étape, l'étape de correction. Il y a combien d'étapes au total? Il y a 2 étapes principales. La deuxième étape, maintenant, c'est l'étape de maintien. Et entre les deux, il y a quelque chose qu'il faut signaler qu'on appelle la ténotomie. La ténotomie, c'est la section du tendon d'Achille. Parce qu'il y a le tendon d'Achille qui exagère l'équinisme, qui fait que le pied est trop dirigé vers le bas. Et donc, on va le sectionner. Et après ça, maintenant, c'est la deuxième étape qui est l'étape de maintien. Il faut maintenir l'avantage qu'on a eu. Il faut maintenir la correction. Sinon, le pied va encore se déformer. Redevenir comme avant. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, cette étape de maintien-là, on va avoir recours à du matériel que voici, les attelles d'abduction. C'est des chaussures. Hein? C'est des chaussures. Pour les enfants. Voilà. Donc, que l'enfant va porter pendant 3 mois, 23 heures sur 24. Toute donc, la journée. La mère c'est pratiquement toute la journée. Si la mère enlève, c'est juste pour faire un bain à l'enfant pendant 3 mois. Et après cela... Il dort avec, hein? Bien sûr, oui, il dort avec 23 pendant 3 mois. Et puis après maintenant, jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, ça va être des ports nocturnes ou pendant la sieste. Puisque l'enfant a besoin de courir. Et donc, pendant qu'il court, il n'aura pas ça. Mais la nuit, on va maintenir. Pourquoi? Comme le nom de l'étape l'indique, pour maintenir l'avantage, la correction qu'on a obtenue. D'accord. Voilà. Donc, en résumé, 2 étapes principales. L'étape de correction, ramener le pied à la position normale. Déjà, à cette étape, les parents sont très heureux parce que le pied est normalisé. Mais si on ne passe pas à l'étape suivante, ça peut récidiver. Le pied peut encore se déformer. D'accord. Et vous avez eu des cas de récidive? Malheureusement, il arrive qu'il y ait des cas de récidive. Et comme Dr Balima l'a dit, lors de la fin de la première phase, c'est-à-dire la phase de correction, après qu'on ait enlevé le plâtre de la ténotomie, c'est comme un miracle. Les parents sont contents, ils voient que le pied est redevenu normal, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Mais l'étape de correction-là, ils viennent 1 fois par semaine. Les agents de santé ont le temps d'avoir un contact rapproché avec l'enfant et sa famille. Et de constater l'évolution. Mais lorsqu'on passe au port des attelles, on va donner des rendez-vous de plus en plus espacés. 2 semaines, ensuite 1 mois et demi, ensuite 3 mois. Ensuite, lorsque l'enfant va atteindre l'âge de 2 ans même, on peut aller à des rendez-vous de 6 mois. Et la charge revient aux parents de surveiller le port de l'attelle à domicile. Si bien qu'il y a souvent un peu de négligence à cause de la joie de la correction qui est obtenue. On néglige de porter l'attelle conformément au programme qui a été défini par Dr Balima. En ce moment, ça augmente le risque de récidive. Et l'expérience a montré que lorsqu'on ne porte pas les attelles, le taux de récidive est à plus de 50% des cas. Parce qu'on se rappelle que ce sont des ligaments. C'est élevé, plus de la moitié des cas. Ce sont des ligaments et ils ont pour nature d'être élastiques. Donc, si on corrige et qu'on ne les maintient pas dans la bonne position, leur élasticité va faire qu'ils vont revenir petit à petit à leur ancienne position. Et surtout que c'est des enfants. C'est des enfants. Donc, il faut qu'on maintienne jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de 4 à 5 ans, qui est l'âge en fait de la maturité de la marche. En ce moment, le risque de récidive
est sinon amoindri, sinon devenu inexistant. Et parlant donc toujours du traitement, donc quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, Dr Balima? La première difficulté qui peut apparaître, c'est la compréhension même de ce processus-là par les parents. Et qu'est-ce que vous faites pour que les parents adhèrent? Bien sûr, pour cela, dans l'organisation de la prise en charge, vous avez ce qu'on appelle les conseillers. Voilà, les conseillers. Alors, leur rôle, c'est vraiment des personnes de la communauté qui ont bien compris la maladie, qui ont enseigné la maladie, le traitement. Et leur rôle, c'est de recevoir, c'est eux qui constituent le premier contact. Voilà, les conseillers parentaux. Les conseillers vous accompagnent. Les conseillers nous accompagnent. Pendant le traitement. C'est eux qui sont le premier contact même de la famille. Voilà, pour expliquer encore dans des termes de la communauté la maladie et s'assurer effectivement que le traitement est bien compris dans leur langage, comme c'est quelqu'un de la communauté, et vraiment obtenir l'adhésion même des parents. Le rôle du parent est primordial, parce qu'à la maison, si les parents ne mettent pas, comme il est indiqué, on va perdre la correction. Voilà, donc on sensibilise les parents, on leur explique le traitement et on demande leur adhésion à travers les conseils. Et le conseiller parental là même, on permet qu'il aille dans les communautés là pour voir effectivement, visiter les familles, pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais la difficulté principale, c'est à l'étape de maintien de la correction. Parce que la joie est déjà là, le pied est corrigé et il y a des parents qui ne comprennent pas qu'il faut porter les attelles. Ils trouvent que les enfants se plaignent des attelles, que c'est encombrant, que les parents trouvent que c'est plus nécessaire, le pied est corrigé, pourquoi encore continuer? C'est là la difficulté. Voilà, alors que ce n'est pas fini. Donc c'est à l'étape de maintien de la correction là qu'on a des difficultés. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il faut continuer à porter. Docteur Oubda, vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux difficultés? Il faut dire que pour essayer d'atténuer ces difficultés-là et obtenir une bonne adhésion au traitement, le rôle des conseillers parentaux est vraiment primordial parce que nous tenons compte du trépied, aspect médical, aspect counseling, donc où interviennent les conseillers parentaux, et aspect d'intervention de la famille des parents. Une fois que les conseillers reçoivent les familles, ils utilisent des boîtes à images pour leur expliquer le traitement en termes simples et essayer d'ôter la barrière en fait des préjugés. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des préjugés, on a parlé du fait qu'on pense que les croyances, ils vont enlever cette barrière-là qui peut être en tout cas un blocage à la suite du traitement. On a vu des parents par exemple qui ont commencé le traitement et qui ont suspendu parce qu'on leur a dit, dans notre tradition, si un enfant naît avec ça et qu'on essaie de traiter, soit son grand-père, soit son papa va mourir. Donc, si on n'arrive pas à ôter cette barrière-là, la suite du traitement est compromise. Et également, ces conseillers parentaux jouent un rôle clé dans notre structure de traitement parce que les rendez-vous des patients sont notés dans des calendriers, des cahiers spéciaux, et ces conseillers vont se charger de téléphoner aux parents pour leur rappeler la date de leur rendez-vous parce que le traitement est long, sur au moins 5 ans. Donc, il y en a qui peuvent oublier la date de rendez-vous, surtout quand ça passe à chaque 3 mois ou chaque 6 mois. Donc, ces conseillers-là nous permettent d'avoir un taux de respect des rendez-vous de plus de 90%, ce qui fait nettement la différence. Concernant donc les conséquences, docteur Balima, si on a un pied qui est beau et qu'il n'est pas soigné, qu'est-ce que l'enfant risque? Lorsqu'on est en présence de ce que nous on appelle un pied beau négligé, donc un pied beau qui n'a pas eu de traitement du tout. Il n'y a pas eu de prise en charge. Alors, à l'âge de la marche, on va avoir des difficultés à la marche parce que le pied, l'enfant va marcher sur le dos du pied. Au lieu de marcher sur la plante, l'enfant va marcher sur le dos du pied. Et vous convenez avec moi que la peau du dos du pied est fragile. Et donc, l'enfant va présenter des plaies, va présenter des lésions cutanées. À cause du frottement? Ah oui, avec le sol. Avec le sol, les cailloux. Avec les cailloux, voilà. Donc ça va, c'est des enfants qui vont régulièrement avoir des plaies qu'il va falloir soigner et ça c'est douloureux. Douloureux. Puisque la marche est quasiment impossible. Donc des problèmes de plaies, des ulcères, etc. Et aussi, il faut admettre que c'est un handicap. Tout à fait. Et de marcher sur le dos du pied. C'est un véritable handicap qui va compromettre les activités de loisirs de l'enfant. Il ne pourra pas courir avec ses camarades. Et il va être stigmatisé. Voilà. On va lui trouver un nom.
qui correspond à ses pieds. Et donc, ça va jouer à l'adolescence. Il va vraiment avoir des difficultés pour s'insérer. Même plus tard dans la vie professionnelle, devenir adulte, il va avoir des difficultés. Donc, les conséquences ou les problèmes liés au pied beau là sont vraiment à des degrés divers. Je reviens parce que Dr Balima a parlé de douleur. Oui. Est-ce que pendant le traitement, c'est douloureux? Est-ce que les enfants pleurent pendant le traitement? Il faut dire que plus on commence le traitement tôt, mieux c'est et moins ça sera douloureux. Parce qu'un bébé qui vient de naître, ses pieds sont suffisamment souples pour nous permettre de corriger plus ou moins sans douleur. Mais lorsque l'enfant grandit, il atteint par exemple 6 mois ou 1 an, il devient de plus en plus conscient. 6 mois, c'est déjà tard. 6 mois, nous aimerions les prendre vraiment dès la naissance. Dès la naissance. Dès que l'enfant sort du ventre de la maman, voilà. Dès qu'on voit qu'il faut commencer le plus tôt possible. Mais on a un âge seuil qui est l'âge de 2 ans qu'il ne faut pas dépasser avant de commencer le traitement. Parce que les ligaments deviennent de plus en plus raides et difficiles à manipuler. Donc les enfants qui ont déjà atteint 6 mois, 1 an, lorsque vous essayez de manipuler les ligaments, ça peut être effectivement un peu douloureux. Donc, mais lorsque on vient et que l'enfant est vraiment bébé, alors c'est juste de l'inconfort. Lorsque une main étrangère touche les pieds, il va sans dire que bébé peut se plaindre un peu. Et parlant toujours de douleur, est-ce qu'il y a des parents qui abandonnent à cause de la douleur parce que les enfants pleurent beaucoup? Est-ce que vous avez déjà assisté à ces cas? Je pense que ce n'est véritablement pas de la douleur qui est à l'origine, mais c'est plutôt des préjugés, des appréhensions. Voilà. Parce que déjà, quand vous voyez comment le traitement est conduit, la mère est présente pendant les périodes de manipulation, de plâtrage. C'est la mère même qui tient le bébé. L'enfant est dans les bras de sa maman. Et le personnel de santé fait le traitement. Donc tout cela, c'est pour rassurer. Et comme on l'a dit, ça ne fait pas mal. C'est des manipulations douces suivies de plâtrage. Mais bon, les mamans ressentent à la place des enfants, on va dire comme ça, de l'inconfort. Et les grands-parents ressentent de l'inconfort. On trouve que c'est encombrant. Bon, voilà. Mais je pense que si on met le bénéfice à côté, ce n'est pas grand-chose. Par exemple, une autre étape où on peut penser qu'il y a de la douleur, c'est l'étape de la ténotomie, la section du tendon d'Achille. Ça se fait au bloc opératoire, mais là également, on prend en compte cette douleur-là, soit en infiltrant quelque chose qui inhibe la douleur. Voilà, on fait de l'anesthésie. Voilà. Et donc, c'est vraiment, je pense qu'on a pris en compte cet aspect-là. Mais ça reste, voilà, dans la tête, voilà. Vous pouvez voir quelqu'un et puis souffrir à sa place, ça peut arriver. Tout à fait. Mais je dis toujours aux parents de voir le bénéfice qu'il y a. Ça permet de, voilà, à la fin. En plus de ce qui est fait donc à votre niveau à l'hôpital, est-ce que les parents, donc, il y a des soins complémentaires à la maison pendant le traitement? C'est vrai que nous disions qu'il y a le trépied qui permet de réussir le traitement, le volet médical avec l'intervention des chirurgiens, des kinésithérapeutes, etc. Le volet des conseillers et également la participation des familles. Alors, pour ce qui est des soins à domicile, il va s'agir de la surveillance. Par exemple, un enfant qui est sous plâtre, on va donner des conseils aux parents de sorte à ce que le plâtre ne soit pas mouillé lorsqu'on veut, par exemple, faire prendre le bain à bébé à domicile. On va leur montrer des techniques pour prendre soin du plâtre. On va leur dire également de veiller à ce que l'enfant ne pisse pas à l'intérieur du plâtre, qu'il ne fasse pas les selles à l'intérieur du plâtre, parce que ça peut créer des sources d'infection. Et également, lorsque l'enfant va être sous attelle, on va apprendre aux mamans et aux papas à appliquer du beurre de karité sur le pied de l'enfant, à faire une sorte de massage avant de porter l'attelle, et ils vont devoir surveiller le port de l'attelle à domicile. Docteur Balima, est-ce qu'on peut prévenir le pied beau? Quand on parle de prévention, il est courant de distinguer la prévention primaire, la prévention secondaire. Ici, on ne peut pas faire de prévention primaire, c'est-à-dire puisqu'on ne connaît pas la cause. Donc, on ne peut pas éviter à une mère de donner naissance à un enfant qui a un pied beau. On ne sait pas le faire. Donc, ça peut arriver. Maintenant, une fois qu'on a constaté à la naissance que l'enfant présente un pied beau, on peut
prévenir les conséquences dont j'ai parlé, à savoir qu'il ne peut pas marcher, etc., en mettant en œuvre la méthode Ponseti, en traitant l'enfant selon la méthode Ponseti. Donc ça, c'est la prévention secondaire. Et c'est disponible et c'est efficace. Docteur Oubda, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la prévention? Juste dire que c'est vrai, dans nos contrées, ce n'est pas la majorité de la population qui a accès à l'échographie, mais ceux qui sont dans les grandes villes, lorsqu'ils ont l'opportunité, lors des consultations prénatales, de faire des échographies, alors il peut arriver qu'on découvre qu'il y a des malformations au niveau des pieds. Mais ça sera confirmé à la naissance et on référera l'enfant vers le centre adapté pour la prise en charge. Donc cet aspect de détection par l'échographie là aussi peut exister au niveau des grandes villes. Mais la majorité des cas, vraiment, c'est au moment de la naissance. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il existe par exemple des associations de parents qui, par exemple, participent à la lutte contre cette malformation? Pour le moment, il n'y a pas vraiment une association de parents qui a été constituée, mais nous avons des parents qui spontanément viennent nous soutenir. Nous avons également d'autres types de partenaires, des associations burkinabées, des ONG qui essaient de mettre la main à la pâte pour nous aider. Parce qu'on dit dans un proverbe africain qu'un seul doigt ne ramasse pas la farine. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux parents, de manière générale? Nous encourageons les parents à vraiment adhérer au traitement. Et quand je dis les parents, il ne s'agit pas de... Parce que généralement, ce que nous observons, on abandonne tout à la femme. Quand l'enfant naît mal formé, déjà certains vont accuser vite la femme. Avec les préjugés. On accuse la femme et c'est elle qui doit porter tout le fardeau. Alors que dans ce cas-là, nous avons observé que quand on laisse tout ça à la femme, les résultats souvent ne sont pas bons. Il faut l'implication des deux. Il faut l'implication des deux. Nous avons observé que les enfants qui ont été pris en charge avec l'implication des deux parents, ou en tout cas de la famille, les résultats sont meilleurs. Dans le cas où la mère est abandonnée seule, les résultats sont difficiles à atteindre. Les récidives sont là. Donc, vraiment, le message, c'est ça. À l'endroit des parents qui sont affectés par la maladie, c'est vraiment de soutenir pour la prise en charge. Également, pour la communauté, c'est bien sûr de sensibiliser pour qu'on puisse nous envoyer les cas, pour qu'on puisse les traiter. Docteur Oubda, vous allez ajouter quelque chose concernant les conseils? Moi, j'allais aller à l'endroit de nos collègues agents de santé, que ce soit des sages-femmes, des gynécologues, des pédiatres. Dès que vous voyez un enfant avec le pied-bot congénital, dès la naissance, le plus tôt possible, il faut le référer vers un des centres de prise en charge du pied-bot congénital. Il faut dire que dans l'histoire, auparavant, on avait l'habitude de dire d'attendre quand l'enfant aura un certain âge avant de faire une intervention chirurgicale. Mais la technique de Ponseti est venue révolutionner la prise en charge, de sorte que maintenant, c'est le plus tôt possible dès la naissance. Les plus jeunes bébés qu'on a eu à traiter, je crois que c'est l'équipe de Kaya qui détient le record. Le bébé a été pris en charge le lendemain de sa naissance, c'est-à-dire 24 heures après sa naissance. Vraiment tôt. Vraiment tôt. Et aujourd'hui, ces enfants-là, lorsque vous les voyez marcher, eh bien, vous ne pouvez que dire merci. Alors, nous allons passer à la seconde étape de notre émission, à savoir la rubrique intitulée « À la loupe » à travers un reportage. Chaque année, 174 000 enfants naissent avec le pied-bot, dont 90% sont dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Au Burkina Faso, 1000 enfants naissent avec cette malformation congénitale. Une malformation présente à la naissance et dans laquelle le pied est tourné vers l'intérieur et vers le bas. Plus commun chez les garçons que chez les filles, s'il n'est pas traité tôt, il provoque un handicap grave et permanent, des problèmes de peau, des douleurs, l'impossibilité de porter des chaussures, des difficultés à marcher, la stigmatisation, la discrimination avec des opportunités d'éducation et d'emploi réduites. Le programme pied-bot de l'hôpital Chifra, c'est que nous sommes en partenariat avec le leader mondial en termes de traitement du pied-bot congénital qui est OPOX, qui est présent dans plus de 17 pays, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique et dans d'autres pays.
Donc, il y a cette expertise-là qui est là. Le traitement est standardisé puisque nous sommes membres du Global Quick Foot Initiative qui réunit tous les experts mondiaux de la prise en charge du pied-beau congénital. Et lorsque nous formons nos agents de santé, nous assurons la prise en charge post-formation à travers le suivi et les supervisions trimestrielles de ces différents centres-là. Donc, nous tenons vraiment à la qualité. C'est ce qui fait la différence peut-être avec d'autres centres. Également, nous avons le trépied que nous utilisons pour le succès du traitement, à savoir l'aspect médical, l'aspect counseling et l'aspect partenariat avec les parents, puisque les parents sont membres intégrants de l'équipe de soins. L'aspect médical, nous le connaissons tous à travers la formation sur la technique de Ponseti. L'aspect des parents, parce qu'ils sont intégrés au niveau de l'équipe de prise en charge, puisque c'est eux qui vont porter les attelles aux enfants et respecter les rendez-vous. Au-delà de l'aspect festif, cette journée célèbre la victoire sur la maladie à travers le programme Pied-Beau au Burkina Faso, qui enregistre 1000 enfants détectés et traités gratuitement dans 7 centres du pays. Nous avons commencé avec 2 centres de traitement. Nous avons évolué ensuite en 2019 à 5 centres qui sont situés dans 5 régions et aujourd'hui nous sommes à 7 centres situés dans 7 régions du Burkina Faso, savoir la région du centre avec l'hôpital Chifra, la région des Hauts-Bassins avec le CHU Sourou Sanou de Bobo, la région de l'Est avec le centre Espoir de Fada. Vous avez également la région du centre-Est avec le CHR de Tenkodogo où nous sommes en partenaire avec HI. Et également, vous avez la région du centre-ouest avec la clinique Dr Sédego de Léo, la région du nord avec le centre médical et chirurgical Persis de Waiguia et la région du centre-nord avec le centre médico-chirurgical de Kaya. Bientôt, d'ici le mois de juillet, août, nous allons avoir un 8e centre que nous allons identifier où nous allons également faire le traitement gratuit du pied-beau congénital. On peut dire également que nous avons eu à former sur la technique de Ponseti les différents agents de santé allant des chirurgiens aux kinésithérapeutes en passant par les infirmiers et les attachés de santé et également les conseillers parentaux pied-beau dans chaque centre de traitement au niveau des 7 régions où nous sommes présents actuellement. Des attestations ont été remises aux parents et aux enfants guéris qui font d'eux désormais des ambassadeurs de la lutte contre le pied-beau au Burkina Faso. Docteur Oubda, docteur Balima, venez de suivre un élément sur la commémoration du 3 juin et dans le reportage c'est ressorti qu'il existe un programme, le programme Pied-Beau au niveau du Burkina Faso. De quoi il s'agit exactement? Il faut dire que le programme Pied-Beau est né en 2017 d'un partenariat entre l'hôpital Chifra et l'ONG américaine Hope 2017, ça fait 2017, déjà 6 ans. Ça fait déjà 6 ans, mais vu que c'est en décembre, donc on est à 5 ans et demi à peu près. Et il faut dire que le programme intervient sur plusieurs axes. Et principalement, nous avons pour objectif de détecter et traiter gratuitement, en tout cas la majorité des enfants qui naissent avec le pied-beau congénital au niveau du Burkina. Parce que, in fine, l'objectif général, c'est de libérer les enfants et leurs familles du fardeau lié au pied-beau congénital. Donc, pour ce faire, nous nouons des partenariats avec des hôpitaux situés dans des régions du Burkina. Donc, présentement, comme le reportage l'a dit, il y a 7 centres situés dans 7 régions du Burkina, de sorte que le traitement est gratuit dans ces centres-là. Un traitement qui devrait coûter 250 000 francs CFA, grâce à notre partenaire principal, il est offert gratuitement. Alors, il faut dire que nous intervenons également dans la sensibilisation, parce qu'il faut parler du pied-beau. Il faut que la communauté sache ce que c'est que le pied-beau pour qu'on ne garde pas les enfants à la maison et qu'on les laisse grandir et tomber dans le handicap. Il faut également sensibiliser les agents de santé dans les maternités pour qu'ils puissent savoir ce que c'est que le pied-beau et où est-ce qu'il faut référer les enfants qui naissent avec le pied-beau congénital. Il faut dire également que nous avons le volet partenariat avec d'autres structures, d'autres ONG, y compris le milieu de la communication, d'où notre présence sur le plateau de Impact TV, qui est un des partenaires en tout cas qui nous soutient beaucoup pour la détection et la référence des cas de pied-beau congénital. Donc voici un peu les différents axes d'intervention du programme pied-beau. Il y a d'autres axes d'intervention, mais je pense que l'essentiel est dit ici. On a commencé avec 2 centres en 2017, on a évolué à 5 centres en 2019 et actuellement 7 centres en 2023.
Et dès le mois de juillet-août, nous allons essayer de passer à 8 centres pour couvrir, en tout cas à long terme, les 13 régions du Burkina Faso. Beaucoup de courage afin que toutes les régions donc, puissent bénéficier de ce programme-là. Docteur Balima, vous voulez ajouter quelque chose concernant le programme Pied-Beau au niveau du Burkina? Comme il l'a dit, il y a plusieurs axes d'intervention, et notamment même la supervision, l'appui, formation des différents centres. Voilà. Donc, régulièrement, nous visitons ces centres où déjà la prise en charge est réalisée pour pouvoir régler les problèmes qui peuvent se poser dans cette prise en charge-là. Donc, ça, c'est un élément important pour permettre des remises à niveau, voilà, la formation continue. Docteur Oubda, et à cette date, quels sont les résultats? Est-ce que vous êtes satisfait donc, de ce qui a été déjà fait comme travail? Il faut dire qu'il y a des motifs de satisfaction, notamment lors de la célébration de la journée mondiale du Pied-Beau le 3 juin, où une trentaine d'enfants qui ont atteint l'âge de 5 ans ont reçu en tout cas leurs attestations de guérison du Pied-Beau congénital. C'est un échantillon, sinon au cours des 5 ans et demi d'existence du programme, nous avons pu détecter et traiter gratuitement plus de 1000 enfants. Plus de 1000 enfants avec un taux de succès d'environ 91%. 91%, ce qui est réellement un motif de satisfaction parce que c'est similaire en tout cas aux données que le docteur Ponseti lui-même avait trouvé de son vivant lors de ses recherches. Donc c'est un motif de satisfaction, mais il faut dire également que ça nous amène à voir l'autre partie du tableau qui est le fait que chaque année, il y a 1000 enfants supplémentaires qui naissent avec cette pathologie. Nous, notre partenaire nous permet, par exemple, au cours de l'année qui vient, les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler, nous avons pu détecter et traiter environ 275 enfants gratuitement. Donc, au niveau du Burkina. Voilà. Si chaque année on arrive à traiter 275 enfants, il faut dire qu'il y a également autour de 700 enfants qui passent, on va dire, dans les mailles du filet. Donc, nous avons besoin d'aller chercher ces 700 enfants-là. Nous avons besoin également de soutien et de moyens pour pouvoir les prendre en charge. Donc, s'il y a des bonnes volontés, s'il y a des associations, des partenaires au niveau local burkinabé qui veulent nous soutenir, eh bien, c'est la bienvenue. L'appel est lancé. Voilà. Nous allons à présent passer à la troisième rubrique de notre émission, à savoir l'alimentation en lien avec le Pied-Beau à travers la rubrique « Bien manger et mieux se porter ». Docteur Balima, une fois que l'enfant est né et qu'il présente un Pied-Beau, qu'est-ce qu'on peut lui faire manger pour peut-être accélérer le processus de guérison? Je ne vais pas changer ma parole, mais quand même c'est important, même déjà pour la mère, de bien manger. Parce qu'une bonne alimentation est facteur d'une bonne santé. Ça peut aider à prévenir des choses. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé un lien étroit avec l'alimentation dans la survenue de la maladie qu'on doit exclure la bonne alimentation. Donc une bonne alimentation pour les mères, c'est très important. Surtout les mères pendant la grossesse. Puisque c'est un temps où les besoins nutritifs sont très importants. Voilà. Et on connaît des maladies qui ont un rapport direct avec l'alimentation. Et surtout dans nos contrées où on sait que très régulièrement aussi, les mères ne sont pas bien nourries. Donc, même s'il n'y a pas un lien direct pour le Pied-Beau, moi j'encourage à ce qu'on nourrisse bien les mères parce que c'est très important pour leur bonne santé et pour que la bonne santé même des enfants que ces mamans l'apportent. Maintenant, pour les nouveau-nés aussi, c'est la même chose. Voilà. Ou les nourrissons, c'est la même chose. Il faut encourager une bonne alimentation pour assurer une meilleure santé. Sinon, on va avoir beaucoup de problèmes. Et pour le cas du Pied-Beau, c'est d'autant plus important l'aspect alimentaire parce que dans la communauté, c'est des enfants qui, par moment, c'est comme si on allait les abandonner. Voilà. Il y a des mères qui nous ont témoigné que quand elles ont vu leur enfant, leur nouveau-né, elles ne voulaient même plus de l'enfant. Voilà. Elles ont voulu l'abandonner. Voilà. Elles cachaient l'enfant et donc vous comprenez que cet enfant risque d'être malnutri. Docteur Oubda, en termes d'alimentation, comment alimenter l'enfant?
Il faut dire qu'il faut voir le problème dans sa globalité, comme le docteur Balima le disait tout à l'heure. Lorsqu'une femme est enceinte, ses besoins nutritionnels sont accrus du fait qu'elle a, en tout cas, son propre corps à nourrir, mais il y a aussi le bébé qu'elle a à nourrir. Donc, une alimentation équilibrée pour la maman et également une alimentation équilibrée pour le nouveau-né, voire le nourrisson après la naissance. Donc, au niveau du ministère de la Santé, il y a la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Si la maman elle-même a des carences nutritionnelles, son lait ne sera pas suffisamment qualitatif pour permettre au bébé de grandir normalement. Nous constatons souvent des bébés qui viennent avec des faibles poids de naissance ou alors avec même une malnutrition qui a déjà commencé. Donc nous sommes obligés d'attendre, envoyer ces enfants-là dans un centre de récupération nutritionnelle pour qu'il ait un poids convenable avant de commencer son traitement. Traitement du Oui, pied-bot. du pied-bot, exactement. D'accord. Puisque le traitement a besoin que l'enfant aussi soit dans de bonnes conditions. Un enfant qui a un faible poids de naissance, c'est des termes techniques, il ne pourra pas supporter le fait d'être dans un plâtre. Il ne pourra pas supporter, par exemple, le fait de recevoir une petite chirurgie du tendon d'Achille, même si c'est fait en anesthésie locale. Donc, il y a des critères de qualité qu'on doit respecter pour cela. Donc, cette alimentation est réellement très importante. Mais il n'y a pas une alimentation spécifique qui est liée au pied-bot congénital. Nous tirons vers la fin de notre émission. Docteur Balima, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est juste vous remercier pour cette opportunité que nous avons à parler ce soir du pied-bot. Et dans l'optique de sensibiliser la communauté, comme docteur Oubda l'a dit, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne viennent pas. Beaucoup de nouveau-nés qui sont gardés, en tout cas loin des centres de traitement. Voilà. Peut-être. Voilà. Donc, à l'endroit des parents, ça permet, c'est l'occasion pour que la sensibilisation puisse aller loin. Également à l'endroit des agents de santé, pour que les enfants, les nouveau-nés soient référés à temps dans les centres de prise en charge. Parce que comme on l'a dit, la prise en charge est gratuite. Docteur Oubda. C'est dire merci à Impact TV pour cette tribune qui nous a offerte et également dire merci aux parents des enfants qui nous font confiance, dire merci en tout cas à toutes nos équipes, à tous les centres qui nous accompagnent et inviter chaque Burkinabé, qu'il soit en tout cas membre de la communauté, qu'il soit en tout cas agent de santé, qu'il soit un leader à quelque niveau qu'il soit, de ne pas hésiter en tout cas à nous accompagner pour qu'on puisse détecter et traiter gratuitement tous ces enfants qui naissent avec le pied-bot congénital dans le but de leur éviter le handicap à l'âge adulte. Et si on arrive à les détecter et à les traiter, ils seront utiles pour cette nation, ils seront les leaders de demain de cette nation. Les leaders de demain de cette nation. Alors, à vous qui nous suivez, nous sommes au terme du temps qui nous était imparti. Nous disons merci au docteur Oubda Faisal et au docteur Eli Balima. Nous rappelons, le docteur Oubda est le manager du programme Pied-bot au niveau du Burkina Faso. Quant au docteur Eli Balima, il est chirurgien généraliste, directeur médical du programme Pied-bot. Également, nous disons merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission et merci à vous pour la constante fidélité et à vous qui nous suivez. Sur ce, à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous.